Notre première table ronde, on va parler, Céline, de l'industrie du futur. Oui, l'industrie du futur avec Steve Mangin. Bonjour. C'est ça, vous êtes l'ancien président du cluster Occitanie Logistique. C'est ça. OK. Et ensuite, Cyril Gorne, c'est ça? Bonjour. Vous êtes directeur général de Saint-Charles International? Oui. L'industrie du futur, c'est quoi? Ici, à Perpignan, on peut parler d'industrie du futur? L'industrie du futur arrive. Donc moi, en tant qu'ancien président du cluster Occitanie Logistique, on a en charge sur toute la partie région, justement, de développer les infrastructures logistiques du futur. Donc les nouvelles plateformes, les nouvelles technologies, apporter du service aux derniers consommateurs, on va dire, sur de la mobilité réduite, sur de la mobilité verte au dernier kilomètre, avec des infrastructures logistiques adaptées aux attentes du consommateur de demain. Ça, c'est la base. Pour construire l'industrie du futur, il faut de la logistique. C'est la base, il faut de la logistique. À Saint-Charles, comment on s'y prépare? À Saint-Charles, on suit les tendances, les évolutions, on anticipe. On était la première centrale solaire intégrée au bâti en 2010, donc les énergies renouvelables, le retraitement des déchets, tout ça, ça fait partie un peu de notre ADN et tout ce qu'on peut apporter également en économie circulaire à travers tous ces projets, ces concepts. Et on travaille beaucoup également, comme on est sur de l'import et de l'export, comment est-ce qu'on peut dématérialiser l'ensemble des procédures pour les produits qui viennent du Maroc notamment, puisqu'on fait 450 000 tonnes de produits marocains et 1 million de tonnes du produit espagnol, voir comment est-ce qu'on peut dématérialiser toutes les procédures douanières pour mettre en libre pratique le plus rapidement possible nos fruits et légumes pour qu'ils arrivent avec un bon état de fraîcheur auprès du consommateur. Et au niveau du transport physique, comment ça se passe? Le transport physique, ça se modernise aussi? Il est essentiellement routier, ça se modernise, je pense que tu pourras en parler également, Steve. Mais on va dire que le but, c'est que quand ça parte du producteur, par exemple du Maroc ou d'Espagne, et quand ça va arriver chez le consommateur, que ce soit en rayon, en grande distribution, chez les grossistes ou au commerce de détail, que ce soit vraiment du juste à temps et que ce soit le plus rapidement possible. Et que toutes les procédures soient faites de manière dématérialisée. Et le plus écolo possible, on y pense aussi ou pas? Le train, on y pense aussi. Il y a une nouvelle réglementation sur les emballages plastiques qui en 2022 entrera en vigueur. Donc au fur et à mesure, la filière s'adapte, la filière anticipe pour répondre un peu à toutes ces préoccupations. Un petit point sur le train. Le train fruits et légumes, ça s'est arrêté malheureusement il y a un an et demi à peu près. C'est un feuilleton, mais qui n'a pas encore donné son épilogue. Et ce sera certainement relancé là, sur les prochains mois pour voir s'il n'y a pas une solution pour relier à nouveau Perpignan et Rungis, avec par contre un mode ferroviaire performant. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi de la performance, pas que de l'écologie, mais une écologie performante. Steve? Moi, je reviens juste sur le train. Effectivement, il n'a pas dernier son épilogue. Et en fait, il y a un appel à projet de la région qui a été donné. Donc, en fait, on cherche de nouvelles solutions et on cherche aussi un train différent de celui qu'on a connu précédemment pendant longtemps, avec un plus juste attente de livraison sur le marché de Rungis et pour répondre vraiment aux consommateurs et à la chaîne, à la grande distribution. Est-ce que les entreprises que vous connaissez sont prêtes à retourner dans les trains, à faire en sorte à utiliser le train? Oui, je crois que c'est un effort. Est-ce qu'il y a une frilosité encore pour... Non, la frilosité, je pense qu'elle peut être levée si jamais on répond un peu au cahier des charges qu'a dressé la filière. Bon, il faut reprendre un peu le besoin auprès des professionnels, quels sont leurs besoins en termes de départ de la marchandise de Perpignan, d'arrivée de la marchandise sur Rungis, parce qu'après, derrière à Rungis, il faut servir les grossistes, ensuite le commerce de détail et autres. Et donc, on est vraiment sur une filière du frais et de l'ultra frais. Donc, il est important pour nous qu'on soit sur un train prioritaire, considéré comme prioritaire au titre du gouvernement et de Réseau Ferré de France, et que ce train ait le minimum d'avaries possible lorsqu'il transporte des fruits et légumes. Comment on anticipe la logistique de demain? Comment elle se prépare? Qu'est-ce qui va changer? Alors la logistique de demain se prépare par des nouvelles zones qu'il va falloir construire. Aujourd'hui, les volumes qu'on traite aujourd'hui en logistique vont être supérieurs, enfin, dans 10 ans seront supérieurs. Donc il va falloir que les départements et les régions offrent des terrains et des accès plus importants pour traiter de la logistique, construire du bâtiment, construire de la distribution plus verte. Ça se prépare, certaines régions font le nécessaire, dont l'Occitanie. On a une présidente de région qui est très axée sur la logistique. Donc, dans la région, il y a vraiment... On a besoin de nouvelles plateformes logistiques dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Occitanie? Dans les Pyrénées-Orientales, on en a besoin. Aujourd'hui, on n'est pas desservi par des véhicules propres en centre-ville, par exemple.
Donc c'est des choses à faire, c'est des choses à développer. On n'est pas dans un centre urbain très complexe, à vrai dire. Donc, On est en retard sur certaines autres zones similaires. je ne pense pas qu'on soit en retard. Je pense que la démographie de la ville n'est pas encore à bout pour justement être en retard. Mais justement, il vaut mieux s'y préparer tout de suite et organiser la logistique verte maintenant, avant que justement la ville soit saturée en circulation. Voilà. La logistique verte, ça veut dire quoi? Ce sera plus sur de la logistique urbaine, je pense, c'est ce à quoi tu pensais. Ouais, Nous, à Saint-Charles, on est plutôt sur de la longue distance. Donc on est peut-être un peu moins concerné par toutes les innovations qu'il y a aujourd'hui sur la logistique verte, même si aujourd'hui, tout ce qui est gaz et autres, ça peut être utilisé par nos poids lourds. Moi, je reviendrai juste sur les zones d'activité économique. La zone Saint-Charles, aujourd'hui, elle a à peu près 50 ans d'existence, un peu plus. Et nous, on travaille un projet avec la communauté urbaine et l'État, un projet Saint-Charles 2020-2040, justement pour nous projeter sur nos besoins actuels. On a des besoins de foncier, d'aménagement, mais aussi à 2040, quels seront les besoins de notre filière. Et c'est aujourd'hui qu'ils se construisent. Voilà, pour ne pas avoir justement le fameux retard dont on pourrait parler. Et quels seront-ils, vous le savez? Alors aujourd'hui, Quels sont ces besoins-là? Aujourd'hui, on a besoin de mobilité, des besoins de foncier, on a besoin d'aires de stationnement, donc des choses assez finalement basiques du quotidien. Mais le but de cette étude, c'est aussi d'avoir une prospective sur nos besoins en 2040, qu'on puisse les anticiper pour avoir toujours un coup d'avance par rapport à la concurrence et pour apporter de la compétitivité à nos entreprises. Quels sont nos plus grands concurrents? Les plus grands concurrents, je dirais la Hollande, puisqu'ils ont un peu cette même vocation que nous de recevoir des produits un peu partout du monde entier pour les redistribuer sur toute l'Europe. Et ensuite, il faut être vigilant à tous les ports et autres qui peuvent faire du dédouanement et qui peuvent commercialiser des produits de toute provenance. C'est-à-dire? Alors, je pense qu'il faut être vigilant à ce qui se passe à Barcelone, à Algeciras, voilà, la Hollande notamment. D'accord. Il y a une vraie compétition? Il y a une compétition, il y a une velléité un peu de toutes ces plateformes, à la fois de servir autour de leur zone de chalandise, mais aussi de faire de l'export. Nous, aujourd'hui, 40% de ce qu'on commercialise, c'est en dehors des frontières françaises. Donc oui, il faut garder un peu ce leadership et ça passe par la dématérialisation, ça passe par une zone que l'on va embellir de plus en plus. Voilà. Par la modernité de la zone, Oui. notamment. Et par les infrastructures plus importantes et qui vont donner du service plus au client final. Alors, ça grouille notamment à Saint-Charles. Il y a combien de personnes qui travaillent sur le site? On va dire que sur vraiment la filière fruits et légumes transport logistique, c'est à peu près 3000 personnes. Voilà, quotidiennement. C'est un secteur qui embauche, qui continue d'embaucher. Comment ça se passe? Ça continue à embaucher, ça embauche des compétences. C'est pourquoi on a des partenariats avec le lycée Bon Secours à Perpignan, avec l'université de Perpignan, avec l'école d'ingénieurs de Purpan également. Et on voit que à tous les niveaux, où que ce soit dans l'entreprise, on a besoin de compétences et on a besoin de fidéliser le personnel. Donc ça fait partie aussi des enjeux de demain, cette partie ressources humaines, cette partie sociale. Est-ce que vous avez du mal à recruter? Est-ce que vous avez du mal parfois à trouver des personnes Qualifié. qualifiées? Je pense un peu comme partout. Enfin, moi, sur la partie logistique de produits industriels et sur la partie transport, donc chauffeur, on a du mal à recruter. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde qui sort des écoles pour subvenir aux besoins de la profession. On manque de logisticiens? On manque de logisticiens, on manque de chauffeurs routiers. Il manque 35 000 chauffeurs routiers en France. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une vérité. Et chaque année, le nombre Pourquoi augmente. ce chiffre, à votre avis? Pourquoi ce chiffre? De moins en moins de personnes veulent être chauffeur routier? Ouais, c'est pas forcément un métier très valorisé en soi. Il y a peut-être une... Ça gagne combien, chauffeur routier? Alors, je pense pas qu'il faut parler de son salaire, il faut voir de ce qu'il fait de sa semaine. Un chauffeur routier qui part à la semaine, il découche pas, il n'est pas avec sa famille, il n'est pas avec... C'est ça qui coince, c'est le fait d'être oui, sur la route en permanence. Voilà, la qualité de vie du chauffeur routier qu'on a pu connaître il y a 40 ans où il partait à la semaine, c'était sympa. Aujourd'hui, c'est des contraintes, c'est des obligations, c'est une réglementation sociale, c'est des C'est devenu un métier réglementations... passion? Il faut que ça redevienne un métier passion. Pendant un moment, on avait besoin de chauffeurs, donc on allait chercher peut-être juste de la main-d'œuvre facile. Aujourd'hui, il faut que ça revienne un métier passion. Ça revient. Ça revient. Même constat du côté de Saint-Charles? Nous, on a pris le pari de rendre à nouveau nos métiers, nos filières attractives à la jeunesse. C'est pour ça qu'on se tourne vers la jeunesse également. Et le but, c'est d'expliquer nos métiers, les opportunités qu'il y a, les progressions qu'il peut y avoir dans nos filières. Je suis d'accord avec toi, il faut pas que ce soit que de l'alimentaire, il faut aussi que ce soit un métier qui donne des perspectives d'évolution et je pense qu'il y en a dans notre filière. Ouais. Aujourd'hui, quand on veut devenir logisticien, il faut faire quoi comme étude? On a pas mal de formations sur Perpignan, on a un IAE qui est assez dynamique, un IUT... L'Institut d'administration des entreprises un IUT également qui en 2 ans ou en 3 ans qui propose des formations dédiées à la logistique, au commerce international. Le lycée Bon Secours également qui a des filières sur le commerce international. Donc on a quand même une belle offre de formation qui est complétée sur d'autres départements ou d'autres régions également.
Donc, oui, localement, on peut dire qu'il y a quand même des centres de formation adaptés à nos filières et on s'investit dedans également pour pouvoir apporter cette touche professionnelle à l'enseignement supérieur. On va aller chercher aussi les salariés à la source dès qu'ils sont à l'école. Beaucoup de ces écoles proposent de l'alternance, donc ça permet aussi de les avoir en interne, de les former directement. Ce qu'il faut savoir sur ces écoles, c'est que beaucoup de gens viennent de toute la France pour venir se former à Perpignan. Et ensuite, ils repartent dans leur région d'où ils viennent. Et donc, très peu restent à Perpignan. Et donc, voilà, il y a un manque ici de gens qui doivent rester. Il faut les garder, il faut les fidéliser. Il faut trouver le bon employeur, évidemment. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde fait en sorte et tout le monde joue le jeu. Toutes les grosses structures du département jouent le jeu pour s'investir dans ces écoles. Vous êtes optimiste? Bien sûr, il n'y a pas de raison de ne pas l'être dans notre métier. On a un métier d'avenir. Il n'y a pas de raison qu'on soit pessimiste, en tout cas. Pas pour ma part. C'est un métier où on peut évoluer, où on peut, on peut avoir une carrière dans la logistique. Ah oui, que ce soit la logistique. On peut bouger nous, de manière géographique, mais en plus on peut, grimper les échelons. Oui, dans nos entreprises. Aujourd'hui, il y a une vraie hiérarchisation dans les entreprises et on peut avoir de belles évolutions, de belles carrières. Un magasinier avec une formation interne ou avec des formations autres peut évoluer en responsable logistique ou peut évoluer en directeur logistique, il n'y a pas de souci. Sur le long terme, il y a des progressions. Merci Steve Mangin. On va laisser la place maintenant à Florence Delceni, qui va venir nous rejoindre sur notre plateau. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour. Présidente FCE, Femmes Chefs d'entreprise. Femmes chefs d'entreprise, délégation des Pyrénées-Orientales. Alors justement, les femmes chefs d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup dans le département? Oui, il y en a beaucoup. Dans la délégation, on est 48. Et je pense qu'on sera à terme 70-80. Je suis présidente depuis 1 an. Alors, j'ai été élue présidente quelques mois avant le Covid, donc il a fallu gérer. Mais ça ne nous a pas empêché d'attirer de nouvelles adhérentes et de femmes chefs d'entreprise qui ont envie de partager, de s'entraider surtout, et de réfléchir à des façons de rebondir. C'est une double réussite en France aujourd'hui, femme d'entreprise, être femme, chef d'entreprise? Je dirais que c'est un double challenge. Quels sont-ils? C'est un double challenge parce que être une femme, déjà, ça peut être compliqué dans le monde du travail et selon les secteurs d'activité. On parlait de la logistique quelques minutes plus tôt. C'est vrai qu'en logistique, on voit peu de femmes, à part au secrétariat. Il y a d'autres secteurs où on voit peu de femmes aussi, donc ça peut être difficile pour elles. Quant à monter une entreprise, alors aujourd'hui, les conditions sont peut-être un peu différentes. Moi, j'ai monté la mienne il y a 16 ans et c'est en moyenne le nombre d'années pendant lesquelles on a été toutes chefs d'entreprise dans notre délégation, mais on tend à avoir de plus en plus de femmes qui les créent à un âge plus jeune. Vous dirigez quelle entreprise? Je dirige un centre de formation en langue, Alfmed. On enseigne 9 langues, et notamment et principalement pour les salariés. Quels sont les obstacles auxquels se heurtent les femmes entrepreneurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des obstacles particuliers? Alors, particulier, peut-être, ça peut être une question d'abord de réseau, et c'est pour ça que les FCE est l'association de femmes entrepreneurs la plus importante de France, parce qu'il faut utiliser un réseau, et quelquefois avec une vie, une famille, avec des enfants, etc. C'est peut-être un cliché, mais c'est quand même, les faits sont là. On a moins de possibilités ou de facilités de participer à des after-work ou être active dans des associations. Donc ça, je dirais que c'est la première difficulté peut-être. Il n'y a pas une difficulté de compétences parce que on le voit au niveau de l'enseignement supérieur, la parité elle y est pour les femmes. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est plutôt de passer le pas, et souvent on passe le pas parce qu'on est dans un réseau, parce qu'on est soutenu par des mentors. Ce sont des éléments comme ça. Mais justement, notre mouvement tient à lever cette barrière, puisqu'on est, une de nos missions est de mobiliser, de favoriser l'entrepreneuriat féminin. Les inégalités de genre en entreprise, c'est derrière nous, pas encore? Alors, moi je suis un exemple même de l'inégalité de genre, c'est que je n'ai que sur mes 15 salariés, j'ai un homme. Ah, à l'inverse. Donc j'aime à donner cet exemple, mais c'est tout simplement parce que dans le secteur de la formation et des langues, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est pas un choix. Après,
au FCE, ça nous fait rire et ça nous fait sourire, ce genre de remarques. On nous dit souvent, vous voulez l'égalité, donc il faut aussi en subir les conséquences. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il faut donner envie à tous les jeunes d'être entrepreneurs. Il faut donner envie à tous les jeunes de s'investir dans une start-up ou dans leur job ou dans leur apprentissage, parce que ça aussi, c'est un levier important, que ça soit une fille ou un garçon. Mais pour les filles, je pense que notre rôle, nous, chefs d'entreprise, alors encore plus quand on est femme chef d'entreprise, c'est de montrer qu'il est possible de monter son entreprise. Et encore plus pour des jeunes filles qui quelquefois, parce qu'elles sont issues d'un background qui est un peu socialement ou culturellement défavorisé, avec tout ce que ça peut comporter d'archaïque parfois. Oui, d'archaïque ou de manque de modèle, tout simplement, hein, dans un contexte social proche, ne se sentent pas capables. Donc il y a un aspect éducation même, oui. Casser les codes à la FCE. Oui, complètement. C'est vraiment compliqué. C'est surtout qu'il faut trouver des bons moyens de communiquer auprès de cette jeunesse, auprès de ces jeunes filles, pour ne pas leur imposer une image femme chef d'entreprise qui avons réussi, qui ont fait des études, mais plutôt leur donner envie et d'imaginer leur entreprise. Parce que tout le monde n'est pas en capacité de monter une start-up, comme on a certaines de nos délégations qui sont des start-up, qui sont dans le scientifique, dans l'environnement, etc. On peut créer son entreprise sans avoir fait des études, même des études poussées. Mais c'est ce sens de l'entrepreneuriat qui est quand même à la base de notre combat, disons, de nos actions, du moins auprès des lycées. Un exemple d'une entreprise montée, créée par une entrepreneure? Alors, un exemple, je peux tout aussi donner l'exemple voilà, d'une de nos délégations qui a repris une entreprise familiale. Ça aussi, ça fait partie des leviers de développement aujourd'hui, qui a repris l'entreprise familiale de son père et qui réussit très bien aujourd'hui. Elle est dans le BTP. Comme une autre chef d'entreprise qui fait partie de la French Tech ici de Perpignan, qui est Plastic at Sea et qui réfléchit à des solutions innovantes pour les industriels. On a vraiment de tout dans les FCE. Le point commun, c'est vraiment une valeur de soutien de l'entrepreneuriat féminin et de bienveillance. Et aussi une volonté de porter des mandats et d'être plus présente dans les cercles économiques de décision ou d'entraide, tout simplement. Cyril, vous avez vu une évolution au fil des années, justement, dans ces métiers de la logistique qui sont plutôt assez masculins. Est-ce qu'il y a des femmes de plus en plus que vous voyez arriver oui, dans votre secteur? Ça se féminise dans la logistique, ça se féminise également dans le commerce, qui est une plateforme de commerce avant tout. Et je dirais que tu parles de certaines réussites féminines. Oui. On a une adhérente qui a une belle entreprise de produits biologiques sur Saint-Charles, qui fait partie, je crois, du FCE également. Et on a aujourd'hui un nouveau service qui prend de l'importance au-delà du service commercial ou du service logistique, c'est le service qualité dans les entreprises, avec maintenant beaucoup de salariés qui y participent. Et dans une même entreprise, il peut y avoir 4-5 salariés qui participent à ce service. Et bien souvent, c'est un public féminin qui renforce les rangs des entreprises sur cet aspect qualité. Ça se passe plutôt bien? C'est plutôt mieux d'avoir un peu de mixité? Ou alors, est-ce que finalement, il y a encore quelques réticences? Non, je pense que partout c'est installé, ça se passe plutôt bien, oui. C'est plutôt dans le sens de l'histoire, donc c'est comme ça que ça doit se faire. Quelles conditions faut-il remplir pour rejoindre FCE Femmes Chefs d'entreprise? Alors j'imagine être une femme, déjà, pour commencer. Hein, on va commencer la chanson. Comme réflexion. Oui, il faut déjà être une femme. Il faut détenir à minima 10% du capital social de son entreprise. Pour être membre à part entière. On peut être membre sympathisante si on est dirigeante, cadre supérieur d'une entreprise aussi. C'est le cas. On a par exemple aussi la directrice de la Banque de France, les Pyrénées-Orientales, qui nous a rejoints. Ensuite, nous souhaitons une très bonne représentativité de tous les secteurs d'activité du département et du territoire. Donc à ce titre-là, on fait... Disons, j'ai la capacité en tant que présidente, les statuts m'autorisent
à faire une certaine sélection pour avoir tous les secteurs représentés et plutôt des femmes chefs d'entreprise qui ont plus de 5 salariés pour qu'on reste sur des mêmes problématiques de management et de ressources humaines, plutôt que des auto-entrepreneurs ou des femmes indépendantes qui, de ce fait, n'auraient pas tout à fait les mêmes problématiques que celles qui doivent gérer les salariés. Et concrètement, vous organisez des rencontres tout au long de l'année? Oui, on a des plénières une fois par mois. Et on fait venir un intervenant, une intervenante sur des sujets qui peuvent être soit des sujets institutionnels, l'URSSAF, la Directe, la loi des finances, comme des sujets qui sont plus du domaine du management et des ressources humaines pour se former ensemble et échanger sur des sujets dont on a besoin tous les jours. Est-ce qu'il y a un certain réseau d'entraide un peu plus fort entre les femmes entrepreneurs? Oui, il l'est au niveau du territoire, mais aussi beaucoup au niveau régional, au niveau de l'Occitanie. On est statutairement organisé comme cela. Et justement, on crée des commissions au niveau de FCE Occitanie et FCE France, justement pour s'entraider en réseau par rapport à des secteurs d'activité qui sont connexes. Et encore plus là avec le Covid. On a une nouvelle présidente depuis un mois et ça fait partie de son axe pour cette année 2021. Concrètement, donnez un exemple un peu de comment votre association, c'est une association? Oui, c'est une association. Comment cette association a pu permettre à une entrepreneur d'ici d'obtenir soit un peu plus de business, soit un peu plus de renseignements précis sur tel ou tel... Alors, on a eu concrètement le cas lorsqu'il y a eu le premier confinement et le lancement des PGE. Le principe, c'était d'identifier auprès de nos adhérentes celles qui avaient des soucis et qui avaient besoin d'une aide et d'un soutien par rapport à l'obtention de leur PGE. Quand il y a eu un moment un peu de flou où certaines entreprises qui étaient un peu fragiles avaient du mal à obtenir cela. Donc c'est ce que l'on a fait, quelquefois uniquement au niveau local, mais quelquefois il y a des infos qui sont remontées en national et qui sont redescendues, puisque sur le principe, FCE France travaille main dans la main avec les deux syndicats patronaux, le MEDEF et la CPME. D'accord. Au niveau de l'entrepreneuriat local, est-ce qu'on est encore un peu en retard au niveau de l'entrepreneuriat féminin, ou est-ce que ça commence vraiment à bouger? Bon, je ne dirais pas qu'on est en retard, pas du tout. Je l'ai cru quand je suis rentrée... On a l'image un peu d'un département un peu patriarcal. Oui, c'est vrai. On peut avoir cette impression-là. D'abord, ça dépend des secteurs, mais en fait, on se rencontre chaque fois que l'on fait des commissions recrutement, qu'on a des pépites qui sont ici bien cachées. Donc, je ne dirais pas vraiment qu'on a du retard. Non, pas du tout. Y compris dans des domaines quand même assez masculins comme la tech, l'innovation. Mais on en a 2 parmi nos adhérentes et j'en ai déjà identifié 3 de plus. Donc, vous voyez, finalement, pas du tout. La nouvelle génération va vraiment bousculer et puis balayer un peu ces anciens schémas qu'on avait vus auparavant. Aujourd'hui, vraiment, c'est la jeune génération qui pousse un peu ça et qui nous permet de passer un peu à autre chose. Complètement. Et puis, je pense que c'est lié aussi à une chose importante, c'est que le département il est très attractif pour des jeunes diplômés ou des gens qui ont fait déjà une certaine partie de leur parcours professionnel et qui ont envie d'autre chose. Alors, le Covid a été encore plus révélateur de ce mouvement un peu culturel. Mais on le voit encore davantage aujourd'hui et les gens ont envie d'autre chose et se disent qu'on peut vivre différemment sa vie professionnelle et qu'on peut le vivre ailleurs sans pour autant perdre les avantages d'être dans une grande agglomération, même si maintenant Perpignan devient une grande agglomération et qu'on a beaucoup d'avantages à habiter ici et avoir un job qu'on s'est créé soi-même. Il y a des femmes qui rebondissent ici pour une deuxième partie de carrière Beaucoup. D'accord. Beaucoup. J'étais très étonnée. Alors qu'elles soient françaises, et souvent je les vois, elles nous approchent au FCE parce qu'elles ont envie de se recréer un réseau, ou parce qu'elles étaient FCE ailleurs. C'est le cas d'une de nos adhérentes qui était à Nîmes, ou tout simplement des femmes qui viennent même de l'étranger, qui viennent s'installer ici
Moi, dans le cadre de mon activité de formation en français langue étrangère, on a des cas de personnes du Royaume-Uni, des États-Unis qui réfléchissent à venir monter un business ici. C'est une porte d'entrée. Oui, alors De petite. transition, petite porte d'accompagnement. d'entrée, oui. Si je le peux, oui. Vous constatez ça aussi, Cyril, des personnes qui viennent s'installer sur le territoire? On a des entreprises qui demandent à s'installer sur la plateforme Saint-Charles, d'où l'importance de développer un peu plus de foncier, un peu plus des infrastructures pour pouvoir les accueillir, oui, tout à fait. Elles viennent s'installer parce que c'est opportun ou alors parce qu'il y a vraiment une envie de venir un peu au soleil, d'avoir une vie un peu plus agréable? Qu'est-ce qui les attire? Les entreprises, c'est le phénomène de concentration. Hein. La logistique est concentrée, puis il y a des gains de compétitivité à faire partir ces produits depuis Perpignan. Donc ça, c'est ce pourquoi il y a des entreprises qui viennent s'implanter encore sur Saint-Charles et il y en aura encore demain. Parce qu'il y a du business à faire. Il y a du business à de la faire, place, il y a toute la flotte de camions qui est à disposition à Perpignan pour toucher tous les points d'Europe. Et ensuite, voilà, c'est cette attractivité, je pense, on a un cadre de vie qui est quand même assez agréable. Pour les familles. Pour les familles, oui, tout à Ouais. fait. L'environnement ne gâche rien, au contraire. C'est un atout supplémentaire. L'exode urbain, vous le constatez? On Oui. a beaucoup parlé des personnes qui quittent les grandes agglomérations. Ah oui, on le voit. Et si vous interrogez des agents immobiliers, ils vous le diront. Nombreux sont ceux qui vous le diront, qu'ils ont des biens qu'ils vendent. Moi, j'en ai 2 dans ma délégation qui nous expliquaient qu'elles vendaient beaucoup de biens justement à des familles qui achetaient dans un premier temps peut-être en résidence secondaire ou pour voir un peu comment ça pouvait se passer, parce que finalement, la logistique aussi peut permettre d'avoir sa famille ici, de devoir travailler ailleurs. Pourquoi pas. Partagez ce que vient de dire Florence, Oui, vous le remarquez également? Il y a un cadre de vie, tout à fait, ouais, qui est apprécié dans notre département et ça peut aussi faire basculer une décision pour venir s'implanter ici. Ouais. Merci beaucoup, merci d'être Merci venu à vous d'être venu. sur le Merci à plateau. vous. Merci bien. On va marquer une très courte pause, le temps pour nous de préparer la prochaine table ronde, sujet abordé. Les ports intelligents, restez avec nous.